Shalom, salam, salut Kader. Shalom, salam, salut. Alors, quoi de neuf mon héros? Bah écoute, ça va bien. Ah, écoute, je suis très très honoré que tu fasses la première vidéo de ma chaîne. Bah merci, et très honoré de pouvoir faire la première vidéo aussi. Oh, t'exagères, franchement, tu Bah, sais très bien. Dis la vérité aux gens. Depuis, on devait faire cette chaîne ensemble. Dis la vérité. C'est vrai qu'à la base, on avait parlé d'un projet, de faire une chaîne ensemble. Voilà. Mais bon, peut-être que c'est toujours toi qui lance en fait. Tu Voilà. lances tes premières marches et puis on ne sait pas où On ne ça sait pas où ça peut nous amener demain. nous donc c'est amener, bien on que tu sois verra, là. pourquoi pas. Donc, écoute, merci beaucoup. Alors, tu sais, sur la chaîne, comme j'avais dit aux gens, normalement, il y a 3 piliers. Oui. Donc, il y a la performance où on discute dans le podcast Underdogs. Mm. La sagesse où j'essaye de travailler ou m'améliorer sur le sujet dans la dimension errée, Ouais. qui doit être à terme une philosophie. Donc, erré, toi, en bambara, tu sais ce que ça veut dire? Non, erré. Non. Joie. C'est quand tu es D'accord. joyeux. Ok, d'accord, Et, très bien. Toi, tu sais que c'est de l'histoire de Vipassana qu'on a fait ensemble où c'est notre nouveau focus. Ouais, ouais. Des choses qui nous font de la joie. Donc, je cherche à faire une philosophie africaine autour de la joie. Ok, carrément. Qui, je pense, est notre point fort en vrai. Et le dernier pilier, qui sera d'autres contenus, c'est Ago. Du coup, les gens ont choisi. J'hésitais entre Ago et puis Yan. Tu sais, Ok. ici en Bambara. Ago pour Ago Ergo Sum. Tu sais, tu connais le cogito ergo sum, toi, tu connais forcément. Franchement, non. Ah, Désolé. j'adore. Cogito ergo Tu m'as sum. surestimé. Non, gars. Explique pour moi et pour le reste. le peuple. Alors, cogito ergo sum, c'est une phrase très connue de philosophie. Je crois que c'est Descartes qui l'a dit, qui dit que c'est parce que je réfléchis que je suis. Le simple je fait pense donc je pense donc je suis. Ok, Donc en latin, c'est cogito ergo sum. Je pense donc ok. je suis. D'accord. Et moi, je suis convaincu que c'est des foutaises. Parce que tu penses donc tu es. Ça veut juste dire que tu es vivant, mais tu peux être un abruti aussi. Donc pour moi, c'est tu es ce que tu fais. Donc c'est j'agis donc je suis. Ok, Donc c'est ce que d'accord. tu fais, ago ergo sum. Ça va être ça mon. D'accord, ça se tient. C'est, ça se tient. tu valides ou quoi? Ou tu trouves c'est light? Par défaut, c'est mieux, c'est plus précis. En Ah. effet, on est l'ensemble des choses que l'on fait. Amen. Mais c'est vrai que depuis qu'on avait que j'ai fait mon stage Vipassana, tu sais, il mettait Oui. beaucoup l'accent sur les pensées Oui. qui dirigent les actions. Ah, c'est vrai, c'est pas Tu faux vois, ça. le fait que sont les pensées, tes émotions qui te poussent à l'action. Ouais. Donc, au final, on peut revenir toujours sur la réflexion. Mais je préfère, en tout cas, quand même ta citation. Le fait qu'on est ce qu'on fait. Parce qu'au final, c'est ce qui va produire une différence, c'est ce qui c'est ce qui donnera un retour sur tes actes, quoi. Exactement. Et puis, Et au final, on pense beaucoup de choses des fois sans sans forcément rien faire. agir. C'est vrai. C'est ça, moi, mon plus gros point. C'est que aujourd'hui, je pense qu'à l'époque de Descartes, les gens, quand ils pensaient, il y avait très peu d'écart entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils faisaient. Je pense qu'on est à l'époque où il y a un énorme écart entre ce que les gens pensent et ce qu'ils font. Et que souvent, leur souffrance même, il y a un trop gros écart entre comment ils se pensent et comment ils agissent. Ça, je suis d'accord. Après, bon, Descartes, je connais pas Ouais. beaucoup. Ouais, tu connais pas ça. Mais de ce que je vois aussi, ça vient d'une période où les gens étaient beaucoup dans l'action. Oui, Et les animaux aussi font des actions. Exactement. Peut-être que il a voulu. il a voulu mettre en avant le fait que ce qui distingue les hommes des animaux, c'est ouais. au niveau de la pensée. Exactement. Cette conscience-là. Peut-être que ça vient de là aussi. Ouais, non, c'est vrai qu'au final, tu sais, même dans notre cher Stephen R. Covey, il dit que ça qui nous sépare des animaux, la capacité de réponse. Ouais, c'est ça. L'écart entre le stimuli et ce que tu fais. Exactement. Bon, mais très bien, c'était une belle petite intro. Pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même que tu expliques c'est quoi Vipassana, parce qu'on en a glissé le mot comme ça. Ouais. Explique un Bon. peu au peuple. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait aborder ce sujet. Ah ouais, pourquoi? Ça, c'est limite le thème d'un autre D'un podcast. épisode. Tu veux commencer un autre après? Non, mais explique Ça, juste rapidement. Voilà, Vipassana, en fait, bon, juste résumé. C'était vas-y. une retraite de 10 jours silencieuse dans un monastère où, en gros, on fait 100 heures de méditation pendant 10 jours, donc 10 heures par jour, de 4 heures du matin à 21 heures. Ouais. Et c'est une retraite silencieuse, donc on n'a pas le droit de parler. Pas le droit de lire. Pas le droit de lire, d'écouter. Ni d'écrire. Ni d'écrire, exactement. Donc on est uniquement face à soi, Alors. à méditer. On est là vraiment pour méditer et réfléchir sur soi et complètement isolé du monde. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune nouvelle. Donc c'est une expérience que toi tu avais fait en premier. Sur ta recommandation. Sur une de mes recommandations. Et au final que j'ai suivi l'année dernière. Yes. Et tu en as refait une autre. Exact. Ouais. Mais ça, je pense, oui, ça, c'est un autre thème. Parce que, on va faire un autre thème dessus. Parce que je sais qu'on a vécu quand même les choses différemment. Clairement. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, mentionnez en commentaire que vous voulez un épisode spécial Vipassana. Taguez Kader, je vais comme ça le harceler pour qu'il revienne.
Aujourd'hui, le thème dont on va parler, Kader, est un thème chaud. Philosophie versus développement personnel, mon ami. Oui. Ça, déjà, je tiens à dire que c'est quand même ironique que toi et moi, en sachant parler de philosophie et développement personnel, quand on sait comment on a commencé avec la lecture. Bah, clairement, je pense que le premier livre que j'ai lu de ma vie, c'était un livre de développement personnel, Stephen R. Covey, que tu m'as fait découvrir. Ouais. Et les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent. Voilà. Et on reste quand même des enfants du développement personnel. Clairement. On ne va pas se mentir. Voilà. Et j'ai pas envie de faire comme la plupart des influenceurs de développement personnel maintenant qui commencent à renier un peu cette partie-là. Ils sont obligés. Là, hein. maintenant, les gens renient un peu. Tu sais, ils nous faisaient toute une propagande sur le self-help et autres. Voilà. Et maintenant, il y a cette tendance de fond où ils sont en train de... Ouais, il y a beaucoup de critiques autour des dérives du développement personnel. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas forcément la bonne attitude à avoir. Okay, parce que c'est ce qui nous a quand même permis de nous découvrir et même de lancer des choses. Ouais. Mais ça serait intéressant, depuis qu'on parle de ce sujet, de le confronter à la philosophie. Non, c'est le temps de vérifier. C'est le thème du jour. Et pour ce faire, on va partir d'une vidéo là, de Brut Philo que j'ai beaucoup aimé. Où il y a une philosophe qui a du coup démonté le truc avec une punchline que je trouvais exceptionnelle et que j'ai reprise là. Que le développement personnel, c'est... Pardon, excusez-moi, j'en peux plus. En fait, que le développement personnel, c'est comme le paddle et la philosophie, c'est le tennis. Non, je vais reprendre sa phrase. On va remettre. Tout le monde ne peut pas faire du tennis. Le niveau d'exigence n'est pas du tout le même. Alors on va me dire, mais pourquoi être exigeant finalement? Pourquoi ne pas s'éclater dans la vie? Mais l'exigence, effectivement, c'est un plaisir différé. C'est pas un plaisir immédiat, mais qui apporte tellement plus. Donc ça transforme l'individu. Alors que toutes les pratiques faciles dont je parle, le paddle, le développement personnel, créent un plaisir immédiat, mais ne transforment absolument pas l'individu. Tu vois, donc elle dit, de façon très simple, et je trouvais ça génial, que oui, le développement personnel est à la philosophie ce que le paddle est au tennis. Et au tennis, ouais. Bah, j'ai revu encore la vidéo. Alors, déjà cette partie, moi je trouvais la plus importante au début, que le paddle ne transforme pas les gens physiquement, parce qu'il n'y a pas d'exigence, et de la même manière, le développement personnel ne transforme pas les gens, parce qu'il n'y a pas d'exigence. Toi, tu vois quoi là-dessus? Moi, je pense que c'est faux. C'est ce que je me disais. Voilà. Donc, clairement, en fait, quand j'ai écouté, c'est Julia de Funès. Julia de Funès. On pouvait la suivre, qui est philosophe de formation. Ouais. Je pense qu'elle est rentrée dans le biais et, de mettre la philosophie, de créer une hiérarchie entre la philosophie et le développement personnel. Clairement. Et je trouve qu'au final, c'est vrai que les dérives du développement personnel qu'elle critique sont des clichés en fait, de transformation. Mais au final, je trouve finalement sa réflexion reste un peu cliché. Oui, elle aussi. Voilà. Tu vois, de dire que le développement personnel ne transforme pas les gens, franchement, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Et comme s'il fallait forcément, pour se transformer, passer par la philosophie. Comme si la philosophie était en fait un autre échelon, un deuxième échelon qui est sérieux. C'est pour les sérieux qui est de la transformation. L'exigence, c'est la différence. Voilà, l'exigence de qualité. Voilà, exactement. Au final, moi, je n'y crois pas trop. Je te laisse donner ton avis. Après, j'ai développé une réflexion autour de ça. J'en vois. Voilà, on voit. Parce que c'est pour ça qu'on est là, les gars, pour réfléchir ensemble et surtout agir ensemble. Non, le truc intéressant, c'est que moi, je suis d'accord avec elle sur. En fait, le problème, c'est encore une fois une notion de précision. Est-ce qu'elle pense, ce qu'elle veut dire, je pense, c'est que la majorité des gens qui consomment la majorité du développement personnel ne vont pas se transformer. Parce qu'effectivement, il y a une plus grosse quantité de développement personnel et de plus en plus de gens qui le consomment vu que c'est hyper accessible. D'ailleurs, tout son propos, elle dit que les philosophes même finissent par se prostituer limite et faire du développement personnel parce que c'est ça que le peuple peut consommer. Et elle n'a pas tort sur ça. La vérité, c'est que le développement personnel, même toi et moi, on a commencé là-bas parce que c'est plus abordable. Moi, je rappelle toujours aux gens, comme j'ai dit, j'ai eu 8 au bac en philo. Pourtant, c'est la seule note que j'ai en dessous de la moyenne au bac, je bac avec mention. C'est pour dire à quel point la philo, pour moi, c'était de la merde. Tu vois, c'est pour dire ce qu'on nous a montré de la philo, c'était de la merde. Et Julia de Funès, je ne veux pas être méchant avec elle, mais je la suis depuis. Et ce dont elle parle, c'est aussi boring. Et en plus, là où surtout dans cette vidéo, elle met beaucoup l'accent sur les philosophes ont des diplômes de philosophie, comme s'il fallait avoir un diplôme pour être philosophe. Exactement. Pour mieux comprendre. On a tous eu des profs de philo. C'était pas les gens les plus transcendants, les plus transformés que l'on connaisse. Tu vois. Et pas les plus sages. Voilà. En fait, moi, ce que je pense de cette histoire,
l'accessibilité, ce dont elle parle, pour moi, ce n'est pas une question de développement personnel. C'est pas que le développement personnel est plus accessible, donc ça n'a pas d'effet. Pour moi, c'est une question de sérieux. En gros... Minute papillon. En 1 minute, je te dis pourquoi il faut que tu t'inscrives sur moulay.com et t'abonner gratuitement pour recevoir des résumés de tout ce qui va se dire dans cet épisode. Parce qu'on discute de choses parfois complexes, mais toujours importantes pour que tu réfléchisses et agisses différemment et que tu puisses atteindre tes objectifs personnels. Et je sais qu'à l'écrit, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour suivre ce qui est dit et ce qu'il faut faire. Donc, si tu t'abonnes, je te garantis qu'après cet épisode, je t'envoie un résumé écrit de tout ce qui a été dit et ce qu'il faut en retenir et ce que tu peux faire toi différemment aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Donc c'est gratuit, suis juste le lien, va sur moulay.com, tu t'inscris et tu recevras pour chacun des épisodes à l'avenir. À très vite. Le problème qu'elle met en avant sur le développement personnel, je pense que c'est une question de massification. Ouais. Du moment où quel que soit le sujet, même la philosophie, si tu commences à vouloir l'industrialiser, tu sais, en faire un produit de masse, tu es obligé de faire de l'ultra-simplification. Exact. Tu vois, par exemple, je pense que il y a plein de livres de vulgarisation de la philosophie, ça ne transforme personne. Non plus. Ça ne transforme rien du tout. Exactement. Alors que tu as des pratiques de développement personnel, si tu les appliques avec sérieux, tu vas ça aura réellement un effet. Oui, oui. Tu vois, par exemple, si tu... La fameuse manifestation et écrire, là. Oui. Tu sais ce que disait Stephen R. Covey, ça on en parle souvent. Ce qui cause problème à beaucoup de gens, c'est que le développement personnel, ils ne le font pas sérieusement non plus. Exactement. C'est ce que tu veux dire, toi. Toi, le problème, c'est que ce n'est pas la méthode ou le type de canal de contenu, c'est le sérieux avec lequel les gens appliquent ce qui est dedans. Exactement. Tu vois, il y a des gens qui lisent beaucoup de philosophie. Oui. Mais ils n'ont pas... tout le monde n'applique pas les principes de la philosophie. Ouais. Et même chose pour le développement personnel. Mais les gens qui prennent le développement personnel au sérieux, toutes ces histoires de méditation, vipassana, moi je le mets dans le développement personnel. Clairement. Voilà. Bon, après, les gens diront que c'est de la spiritualité, c'est encore plus loin qu'Ader. Oui, mais les deux sont liés. Ouais, je sais. Mais c'est quand même une frontière, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça dans leur religion. Ça, voilà. Mais ça, on va revenir sur ma thèse sur philosophie, développement personnel. Ah, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que les pratiques qui sont mises en avant pour le développement personnel, tu peux faire une liste des top 5 activités à faire. En réalité, si la personne l'applique avec sérieux, tu auras vraiment des effets dans ta vie. Des résultats, oui. Voilà. Par contre, oui, je suis d'accord aussi sur le fait que cette ultra-simplification fait que le développement personnel, en tout cas les nouveaux acteurs de développement personnel, parce que Stephen R. Covey, les anciens, eux mettent quand même beaucoup de profondeur dans leur pratique de développement personnel. Non, c'est exigeant. Voilà. Pour reprendre ce qu'elle dit, c'est exigeant. C'est exigeant et même ils ne prennent pas les gens pour des idiots. C'est des vrais concepts qui mettent en avant. Mais maintenant, c'est vrai que ce côté formule magique, tu vois, tu fais 3 pas à gauche, 2 pas à droite, et tu as absolument tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est vrai que c'est biaisé et que ça peut tourner à l'arnaque. Les gens appellent ça une arnaque. Moi, je pense que c'est du divertissement. Ah, voilà. Voilà. Tu vois. Donc, moi, je pense que son biais, c'est qu'elle a pris le pire cliché du développement personnel, elle l'a comparé aux philosophies, enfin à l'exigence des études philosophiques. Mais et surtout, elle a pris aussi le cliché du philosophe. Exactement. Parce que c'est aussi cliché de se dire, je suis désolé que tu n'es philosophe que si tu as un diplôme d'académie philosophe. C'est un peu bizarre parce que c'est encore une fois une définition un peu limitée. Un philosophe, c'est pas juste quelqu'un qui est diplômé d'état en philosophie. Et même la plupart des grands philosophes n'ont pas fait des études de philosophie. Non, ça n'existe pas ce qu'elle dit. Donc, et c'est très passionnant ça, parce que c'est comme les gens qui te disent si t'as pas fait de la recherche, t'es pas un docteur. Oui, voilà. En fait, tu vois, il y a toute une logique de... Et malheureusement pour eux, historiquement, aujourd'hui, c'est rarement... Ce qu'on retient, en tout cas, c'est que c'est rarement les gens qui ont suivi le chemin classé académique qui ont réussi à avoir... Darwin, c'était pas un chercheur. Oui, même leur ami Einstein. On parle tous d'Einstein. Einstein, Tesla, enfin c'était pas des... C'est pas des gens qui ont fait leur truc. Donc, et je comprends son point, parce que comme tu dis, elle, je pense qu'elle adresse 90% des gens. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, bon, évidemment, et c'est ce que j'aime dans ce podcast que je dis souvent, c'est que moi, je parle pas à tout le monde. C'est ça le point. Je pense qu'il y a une grosse diff et qu'il faut qu'elle assume, qui est dure. C'est quand tu dis tu parles à tout le monde, tu généralises forcément. Tu peux pas en fait avoir des vérités précises sur des trop grands ensembles. Tu es obligé de dire je vais choisir telle personne
tel type de personne, voilà ce que moi je peux recommander. Les autres là, gérez-vous là-bas. Non, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que du coup, même quand elle disait, moi dans la vidéo, j'avoue, le passage qui m'a le plus marqué, cette histoire justement comme tu dis, où elle dit, il faut avoir fait des études de philosophie, eux c'est mieux que ceux qui ont fait des certificats à 2 balles. Ouais. Et tu sais qu'on en a parlé toi et moi, qu'à un moment je me posais la question de faire de la recherche ou pas, et que même dans mes études, c'est ce qui me stimulait le plus en fait, la recherche, l'analyse, plus même que en fait le travail. C'est vrai. Donc je me suis posé la question même, et je crois que c'est toi qui m'as répondu en me disant à un moment, tu m'avais dit une fois, mais en fait pourquoi tu veux avoir l'approbation des gens, parce que c'est ça l'académie. Ouais. Quand tu fais une thèse, tu vas te confronter aux gens qui sont dans ce domaine, des spécialistes parce qu'ils ont étudié le domaine, pour que eux t'acceptent en disant oui, ton travail a été assez solide pour que tu sois là d'entre nous. C'est vrai. Bah, c'est ça. Bah, même moi, j'ai un peu des fois ce fantasme. Ce petit fantasme, ce petit complexe du statut, de pouvoir faire un diplôme d'une grande école, pour légitimer un peu des fois mon expérience. Alors qu'en réalité, oui, ce n'est pas un prérequis. Ça ne marche que dans le cas où tu veux impressionner les gens qui valorisent ces choses-là. Exactement. Et c'est un peu ce qui, en fait, elle fait indirectement. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'elle confond le statut, donc qui est donné par la société et par les gens, avec l'exigence. C'est pas parce que tu as un statut que la société te donne que tu es forcément plus exigeant. Parce que, comme elle dit, moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui au padel se sont transformés. Oui. Mais c'est des gens exigeants dans le padel. Par exemple, c'est sûr que des gens qui jouent du padel au niveau professionnel sont beaucoup plus athlètes que des tennisman amateurs, j'imagine. Et j'imagine, exactement. Et c'est ça. Et ça se trouve, c'est un beau sport en plus. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas pourquoi les gens taillent ce sport. Non, tu sais pourquoi les gens taillent le padel? C'est parce que c'est quand même le truc populaire. En fait, c'est populaire. C'est tendance, quoi. C'est tendance, c'est populaire, au sens le plus littéral du terme. Parce que populaire, il y a quand même un beau côté péjoratif, en vrai. On peut dire c'est populaire parce que tout le monde l'aime, mais aussi c'est populaire parce que c'est le peuple qui fait ça. Ça fait la populace, tout le monde bas suit peuple. Comme des Exactement, comme des Mongols. C'est littéralement ça. C'est populaire le padel. Et du coup, les gens qui regardent cette vidéo, je suis sûr que plein de gens se diraient, franchement, ça sent un peu la personne qui a un peu la rage. Enfin, je comprends. Parce que quand tu es quelqu'un qui a cravaché pour un truc et tu es moins populaire que les gens qui font le truc en vendant leur soupe sur Internet. Mais par contre, sa vidéo, carton. Là, elle va être populaire. Elle va être en fait, ce qu'elle fait, et c'est une tendance de beaucoup même de youtubeurs qui étaient pro développement personnel maintenant, qui commencent à retourner leur veste. C'est ça, ils prennent ces travers du développement personnel pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Exactement. En fait, c'est ça. Après, sa démarche, de manière générale, elle est positive parce qu'au final, elle met beaucoup en avant les dérives de certains gourous ou autres. Mais cette notion de développement personnel, là où peut-être, en tout cas moi, je serais peut-être pas forcément d'accord, c'est qu'elle le met face à la philosophie. Oui, parce que c'est ce qu'elle défend comme étant l'idéal. Et c'est là où tu as raison, c'est qu'elle le met comme un idéal. Alors qu'il y a des philosophes qui font du développement personnel depuis l'époque antique. Exactement. Les stoïciens, ceux qu'on retient même de leur philosophie, c'est la pratique développement personnel. Du développement de soi. Si on définit développement personnel comme elle. Mais elle dit un truc qui est passionnant, je trouve quand même, il faut lui reconnaître ça, c'est elle dit à un moment, donc moi je ne suis pas d'accord avec son côté crédibilité, son côté transformation, pour résumer, je suis d'accord avec toi, le critère numéro 1, ce n'est pas la discipline que tu choisis pour te transformer, c'est ton sérieux. Exactement. C'est pas, en fait, que tu prennes du développement personnel, que tu prennes de la philosophie, que tu prennes ta religion, que tu prennes quoi que ce soit. Ce qui te change, ce n'est pas la façon dont tu le fais, c'est pas avec qui tu le fais, c'est avec lequel sérieux toi tu mets dans ce que tu fais. Le sérieux, l'intensité que tu y mets. C'est ça en fait. Et par contre, là où je reviens avec elle, parce que le but c'est pas forcément d'être contre elle. Pour moi, une fois qu'on est d'accord c'est une question de sérieux plus qu'une question d'accessibilité. C'est que oui, par contre, on est dans une période où tout est massifié, tout est ultra simplifié. Exactement. Et ça donne, et en plus, pour moi, c'est la période, l'âge d'or des marketeurs. Des storytellers. Tu vois, donc ces gens qui simplifient tout et qui te mettent une proposition de valeur immense à côté de 2-3 étapes, quoi. Voilà, et qui te vendent. Parce que le point où elle a raison, c'est que les gens qui faisaient du développement personnel à l'époque, la plupart étaient des auteurs. Donc ils jugeaient leur succès au nombre de livres vendus. Et après, ils vivaient des séminaires. Et les séminaires, c'est quand même un métier où c'est le résultat que les gens vont regarder. Il n'y a pas d'entreprise qui va te payer un séminaire
si à la fin, ils n'ont pas l'impression que leur employé, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est retrouvé dans un truc complètement différent où en fait, oui, tout le monde vend sa soupe au peuple. C'est ça. Donc du coup, oui, tout le monde essaye d'utiliser les techniques de marchandage habituelles, de simplification. Tu as raison, c'est le mot, je pense vraiment, c'est simplification. Ouais, moi, je dirais même ultra simplification. Oui, non, c'est clair. Et attends, il y a un autre truc dont elle parlait que moi j'avais beaucoup aimé aussi, où elle disait à un moment qu'elle se posait la question... Ah oui, du fait, elle disait une phrase que moi j'ai beaucoup aimé. À un moment, elle dit qu'il n'y a pas plus impersonnel que le développement personnel. Ouais. Qu'il n'y a pas personnel. Parce que c'est basé uniquement sur les ressentis généraux et c'est écrit pour parler à tout le monde. Donc oui, comme par définition c'est un produit de masse, c'est un peu l'opposition d'un produit de masse de luxe, parce qu'on le présente comme étant premium, etc., alors que c'est fait pour tout le monde, à l'artisanat. Et elle présente la philosophie comme étant difficile, comme l'artisanat est difficile versus le luxe. Ouais. Moi, là-dessus, je pense qu'elle a raison sur le fait qu'en effet, ce ne sont pas... une personne ne peut pas te transformer. Oui. Tu vois, les formules, les recettes d'une personne n'ont pas vraiment d'impact. Enfin, c'est pas ce qui va marcher chez toi. Ouais. Voilà, comme on dit, oui, on parle de développement personnel. Personne ne peut te dire vraiment ce que tu dois faire pour que tu aies une vie satisfaisante. Exactement. Voilà. Et c'est une démarche qui doit venir de soi. Je pense que le développement personnel peut être vraiment utile si tu utilises vraiment juste comme un outil. Exactement. Mais surtout ne pas oublier que c'est toi qui choisis ton chemin. Peut-être l'un des pièges dans lesquels les personnes peuvent avoir tendance à tomber, c'est de donner en fait leur pouvoir de réflexion à des gourous un peu, tu vois, à des personnes. Et à devenir des moutons qui... Voilà. Alors, pour être très simple, devenir des moutons de panurge, pour ceux qui connaissent l'expression. Les moutons de panurge, c'est le nouveau thème que je vais employer souvent pour les gens. Ok, je te laisse ton terme. Non, moutons de panurge, je cherchais ça, vous allez voir, c'est sympa. Voilà. C'est ça, c'est ce que tu décris, c'est ceux qui suivent les tendances et qui après se retrouvent, comme tu dis, dans une situation où ils ne pensent plus pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui pose problème. Et on tombe tous un peu dans ce piège où on se dit, bon, ok, tel auteur dit ça, il montre des résultats. Je vais juste uniquement suivre. Cette personne a l'air tellement heureuse, a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Je vais suivre uniquement sa méthode. Alors qu'au final, en tout cas, c'est ma réflexion et par rapport à mon expérience, par rapport au développement personnel, à la philosophie, au final, il n'y a qu'une seule... une seule vérité par rapport à ces sujets-là, c'est ta propre expérience. Ta meilleure source d'information, la number one, celle qui doit être prioritaire, c'est ton expérience. Et les gens, souvent, ont tendance à... En tout cas, moi, c'est ce que j'avais tendance à faire, à valoriser l'expérience des autres plutôt que la mienne. Plutôt que la tienne. Mais lorsque tu prends le processus à l'envers, c'est-à-dire te dire, qu'est-ce qui marche pour moi ? Ok, il a dit ça, mais est-ce que ça marche vraiment pour moi ? Je teste. Là, tu commences à penser. Là, c'est beaucoup plus inconfortable. Ça te demande de travailler, d'être beaucoup plus sérieux. Mais que tu dis, parce que le mot-clé dans ce que tu as dit, c'est même pas tellement l'expérience que toi tu mets en avant, parce que tout le monde l'a, c'est le test. Je pense que tu sous-estimes un truc que toi tu as, que peu de gens ont, qui est quand même ton super pouvoir depuis que je te connais. Ça fait plus quoi ? Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Non, 30 ans qu'on se connaît. Ouais, là, on peut arrondir à 30. 30 ans qu'on se connaît. Franchement, toi, tu sous-estimes ton pouvoir de test et de curiosité. Tu sous-estimes, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens, ce qui se passe, c'est qu'ils entendent une info. Non, ils partent de leur expérience, excuse-moi. Ils ressentent quelque chose. Donc, c'est ça qu'ils aiment dans le développement personnel, parce que quelqu'un parle d'un ressenti qu'il partage, mais ils ne testent rien d'autre. En fait, ils ne testent pas ce qui est appris. Et c'est pour ça que, moi, je dis souvent, les gens sérieux, c'est ceux qui apprennent. Et quand tu apprends, ça suppose que les gens ne comprennent pas qu'apprendre, ce n'est pas recevoir une nouvelle information. Les gens pensent que j'ai appris quelque chose quand j'ai obtenu une nouvelle information. Tu as appris quand ton comportement et tes actions changent par rapport à une information que tu as. Sinon, tu n'as rien appris. Si jamais c'est juste consommer de l'information et la stocker, tu es pas dans l'apprentissage, c'est la mémoire. C'est du divertissement. C'est ou du stockage mémoriel, comme les gens le font à l'école. Tu sais, à l'école, on faisait ça, où tu viens, tu répètes ce que tu es censé avoir appris. Mais en fait, après, c'est censé te servir pour être dans l'action. C'est ça. Et c'est là où je pense que tu as raison sur la grosse difficulté. Et ça nous amène, là, ce que tu as dit sur l'expérience, ça me rappelle du coup un de mes modèles, justement, de philosophe moderne, Naval. Naval Ravikant, Voilà, Naval Ravikant, pour ceux qui ne le connaissent pas, où justement, il a un très long podcast là, récent avec Chris Williamson, où il disait que pour lui, toute personne qui va à fond suffisamment longtemps dans un domaine finit par pouvoir devenir philosophe. Parce que la personne peut, à partir des vérités que tu constates et des heuristiques que tu réalises dans ton expertise, les appliquer à d'autres domaines.
Ouais, tu m'avais partagé cette vidéo. Bon, moi, je suis vraiment un gros fan de Naval. Mais franchement, j'ai un avis un peu différent. Allez, on voit. Je vais te dire. Vas-y. Non, là, en ce moment, je suis là, t'es en mode résistance. Voilà, t'es en mode... Non, j'essaie de réfléchir pour moi-même. Ouais, d'être critique. Clairement, d'être... En fait, ce qu'il dit, je pense qu'il a raison. C'est que si tu t'appliques... Enfin, ce qu'il dit, c'est que si tu t'appliques dans n'importe quel domaine avec suffisamment de profondeur, tu vas terminer par devenir philosophe. Ouais. Moi, j'ai tendance à prendre le process à l'inverse. Oula, ok, d'accord. Voilà. Pour moi, c'est lorsque tu commences à être philosophe que tu commences à t'intéresser à certains domaines. Parce qu'au final, si tu regardes comment les domaines ont été inventés, la science, la médecine, les gens qui ont inventé ces domaines-là sont des philosophes à la base. Les Pythagore, tu vois, qui est un théorème de mathématiques. À la base, c'est un philosophe. Ouais. Et pour moi, ma définition d'être un philosophe, ou en tout cas de rentrer sur ce chemin, c'est lorsque tu commences à te poser cette question, à vouloir comprendre le monde qui est autour de toi. Ouais. Voilà. Et à le changer. Ou à l'appréhender au moins. À le comprendre déjà. Ouais. À trouver une explication. C'est-à-dire, moi, ma théorie, et ça n'engage que moi, c'est qu'une fois que l'être humain dépasse le stade de survie, ou même des fois, même quand il est en état de souffrance, il y a certaines personnes qui vont essayer de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre le monde et de proposer une explication. Ouais. Et une fois que tu commences à rentrer dans cette démarche, pour moi, tu es dans une démarche philosophique. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que les philosophes ont inventé différentes choses. Parce qu'avant, les philosophes faisaient des maths, faisaient des sciences. Oui, il n'y avait pas de... ils travaillaient sur tous les domaines. Mais c'est au fur et à mesure qu'il y a eu des explications, que la connaissance s'est étendue, qu'on a commencé à spécialiser. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça va lier avec ce que je vais faire comme podcast avec Paola bientôt, sur justement la fameuse multipotentialité. En disant, je peux... être bon, en fait, ma curiosité m'amène à transposer des choses d'un domaine à l'autre qui me font avancer dans les domaines plus vite que j'aurais été. Ça, pour moi, c'est ce que je dirais, c'est que c'est du moment où tu as cette curiosité qui est en toi, pour moi, tu deviens philosophe. Et après, on va donner l'étiquette de philosophe à des gens qui ont apporté une explication qui touche les gens ou qui est complètement originale ou nouvelle. Tu vois. Et je dis bien, cherche une explication. Au début, je disais, c'est des gens qui cherchent la vérité. Mais je me rends compte avec le recul que c'est un autre niveau. Non, c'est ça. Non, et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, personnellement, parce que c'est une des questions que je voulais répondre dans cet épisode, moi, je me suis toujours posé la question, maintenant que je suis sur ce chemin de devenir un philosophe opérateur, c'est comme ça que je vais me définir maintenant, je me suis dit à quel moment je saurais que je suis un philosophe. Pour moi, tu es un philosophe du moment où tu commences à te poser cette question. Voilà, où tu commences à rentrer dans le chemin. Il n'y a pas de statut pour moi, il n'y a pas de niveau où tu dis je suis un philosophe. Bon, revenons à notre terre à terre. Moi, j'ai pris une analogie. À quel moment quelqu'un peut dire je suis un entrepreneur? Ça, tu vois, c'est le même. En fait, pour moi, c'est les mêmes statuts qui sont des statuts de jeu infini. C'est-à-dire que le tout, c'est pas de commencer, c'est de le rester. Oui, pour moi, c'est de rester sur le chemin. Exactement. Après, tu vas progresser, tu vas évoluer, et c'est là qu'on va dire il y a de bons philosophes, des mauvais philosophes, des bons entrepreneurs, des mauvais. Voilà. Mais du moment où tu rentres dans cette démarche, après, entrepreneuriat, on peut la définir. Je sais que toi, tu par exemple, sur tes critères, ce qui fait un entrepreneur, en général, tu es beaucoup plus exigeant que moi. Oui. Pour moi, dès que tu commences à chercher un client, pour moi, tu es entrepreneur. Toi, tu es déjà sur le chemin, toi, tu dis ça. Voilà. Pour moi, c'est être sur le chemin qui fait qu'après, il y a différents niveaux. Mais pour moi, du moment où tu arrives à ce point, du moment où tu commences à chercher des réponses, tu vois le monde autour de toi, tu ne comprends pas des choses et tu commences à chercher activement ces réponses. Le problème, c'est comment tu mesures l'activité. C'est là où moi j'ai du mal. Pour moi, tu ne peux pas mesurer. Pour moi, c'est des choses que tu expérimentes. Oui, voilà. Tu vois, c'est des choses que tu expérimentes. Et les philosophes, en général, ceux qui sont très célèbres, tu es le philosophe encore toute leur vie. Oui, non. Et c'est pour ça que moi, je m'étais mis comme barrière, un peu comme l'entrepreneuriat. Tu sais, moi, l'entrepreneuriat, dans mon argot ergo sum, c'est tu es ce que tu fais, n'est-ce pas? Bon, moi, je vais plus loin, vu que je suis un capitaliste forcené, tu es ce qui paye ton loyer. Ça, c'est mon petit résumé pour ceux qui hésitent. Ça, c'est pour vous, ça. Si vous voulez savoir ce que vous êtes, regardez ce qui paye votre loyer. C'est très simple. Si c'est votre emploi de tous les jours qui paye votre loyer, c'est ça que vous êtes. Si c'est vos parents qui payent votre loyer, vous êtes un enfant. Si c'est telle autre chose qui paye votre loyer, c'est ce que vous êtes. C'est très simple. Maintenant, quand vous vous posez la question de est-ce que c'est un choix ou est-ce que je veux être autre chose, là, c'est ouvert. Donc, si tu peux dire maintenant, je choisis de rester là parce que je peux, avec cet argent, faire autre chose, Amina.
Et c'est souvent ce que j'amène comme discussion, moi, que je me pose. C'est pour le philosophe, moi, je me suis toujours dit, le jour où les pensées, les heuristiques que je vais construire vont changer suffisamment la vie des gens pour qu'ils me permettent de payer mon loyer, là, je dirais que je suis un philosophe. Ouais, mais pour moi, ça, c'est pas le boulot du philosophe. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est là, avant. ce que tu fais, c'est du développement personnel. Tu vois, là, tu me ramènes à là, tu fais du développement personnel. Ah ouais? Parce que la philosophie, c'est expliquer. Oui. Les philosophes, en général, ne philosophent pas pour changer, impacter les gens. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'ils ne le faisaient pas avant, parce que la plupart des philosophes étaient des mecs qui étaient riches, et qui n'avaient pas à travailler. Oui. C'est ça le problème. Sauf que maintenant, nous autres, là, on n'a pas cette chance-là. Donc moi, ma conviction, c'est... Aujourd'hui, on retient qu'un philosophe était un philosophe plutôt qu'un écrivain. Parce qu'en fait, ils écrivent des livres, certes, tous. Certains ont le statut de philosophe, d'autres pas. Moi, je dirais que les gens les distinguent beaucoup par, en fait, l'impact qu'ils ont eu. En fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de Descartes, on enseigne Platon, et pas d'autres. Parce qu'il y en a plein qui ont écrit aussi des trucs qui sont qualitatifs. Oui, non, mais en fait, oui, mais ce qui se passe, c'est que l'intention d'impacter les gens, c'était pas dans le projet. Voilà. C'était pas le projet initial. Pour moi, c'est pour ça que je fais la distinction. Si tu veux impacter les gens, l'être humain, là, tu rentres dans une démarche de développement personnel. Ouais, t'as raison. Parce que la philosophie, l'objectif de la philosophie, à la base, c'est expliquer le monde. C'est même pas expliquer comment bien vivre. Ouais, c'est pas ça. C'est un dérivé de la philosophie. Le comment bien vivre, pour moi, c'est là que tu rentres dans le domaine du développement personnel. Oui, parce que là, ça rajoute une notion centrée sur toi, alors que la philosophie, c'est plutôt un ensemble holistique. Tu travailles avec, tu regardes comment fonctionne le monde autour de toi et comment en fait tu interagis dans le monde. Mais c'est pas toi le centre de la réflexion. Ouais, c'est vrai. Tu prends les grands philosophes, même les philosophiens arabes qui ont poussé les mathématiques. Enfin, comme on dit, les mathématiques, c'est le langage du monde. Exactement. C'est quand tu as cette curiosité de comprendre le monde. Et en plus, la plupart des philosophes s'en fichent un peu de la vie des gens. De la vie des gens. Oui, bon, ça, j'avoue, c'est un peu le truc que je kiffe dans ce métier. Et moi, ma théorie, pour revenir un peu sur... pour moi, la démarche philosophique, c'est expliquer le monde. Oui. Une fois que tu as eu cette explication, ça peut être... Tu peux trouver cette explication en lisant la Bible, le Coran, en lisant d'autres philosophes, ou toi-même faites cette démarche, en fait, et de voir à peu près ce qui résonne en toi. Et une fois que tu as cette compréhension du monde, je pense que naturellement, l'être humain se demande, OK, comment je vis dans ce monde? Oui, une fois que j'ai ce cadre et ces règles et cette façon de voir le monde, comment je vis à l'intérieur. Exactement. Et c'est là où ça devient la philosophie. Et c'est pour ça que c'est là, du coup, un peu mon désaccord. Pour moi, la philosophie et le développement personnel ne sont pas l'un contre l'autre. Oui. C'est que le développement personnel, en tout cas ce qu'on appelle développement personnel maintenant, ce n'est qu'une application pratique d'un système de croyances, de pensée. Tu vois. Appliqué en plus au sujet restreint de ton bonheur. Oui. Qui est au final qu'une partie du sujet de la vie. Même pas. Pour moi, le développement personnel, c'est l'équivalent de la pratique religieuse. Tu as un texte saint qui explique comment le monde a été créé et à un moment, tu vas adhérer à ce monde. Tu vas avoir la foi. Le seul moyen de prouver ta foi et de valider cette foi, c'est de pratiquer des rites religieux. Tu vois. Et pour moi, c'est ça l'équivalent du développement personnel. Pour moi, ce qu'on appelle développement personnel, pratique, ce sont des pratiques pour être en accord avec un système de croyances que tu as. Et pourquoi on parle de bonheur, développement personnel, de bien-être? Parce qu'on vit dans une société où la religion, c'est l'être humain, l'individualisme, la liberté, le bonheur, le déplacement de soi. On est dans une société qui est capitaliste ou humaniste, qui met tellement l'être humain dans le centre. On n'arrive même pas... C'est très difficile pour certaines personnes, par exemple, de critiquer la liberté ou de dire que l'individu passe avant la société. Après la société. Après la société, excuse-moi. Et pour moi, le développement personnel n'est que la traduction de ça. Oui, c'est que c'est la société qui met l'individu au centre et donc le développement personnel est devenu la forme la plus commune et pratiquée de philosophie parce que c'est celle qui est dans l'air du temps et dans ce que les gens regardent. Parce qu'avant, ton bonheur, c'était pas important. Oui, tout le monde s'en foutait. Tu étais agriculteur il y a 10 siècles de ça. Toi, ce qui était important pour toi, c'était de rester dans ta famille. Oui, mais que ta famille ne meure pas de faim. Voilà, grosso modo. De faim, être valorisé par ton entourage. Donc toi, ton être limite, c'était pas le sujet. Ton bonheur, tu te posais pas la question. Mais dans une société où on te dit,
c'est l'être humain qui est important, c'est toi qui est important, et tu peux tout faire, tout c'est une abondance, bien sûr tu vas te demander pourquoi je galère, et moi, quel est mon bien-être, etc. Ouais. C'est intéressant, du coup, ça nous permet d'illustrer un peu, parce que là, du coup, avec toi, je dis, on va faire du RE, là, un peu de philosophie. Je voulais qu'on traite un sujet qui est important, du coup, quand tu dis liberté comme ça. Une fois, on avait parlé, toi et moi, et on a eu une belle discussion, et que j'avais promis dans le podcast SOA de revenir, c'est pourquoi, à notre sens, et surtout à ton sens, j'avais beaucoup aimé, l'amour est une opposition à la liberté. Ouh là là, ok. Ça, c'est un vrai sujet parce que c'est pareil, c'est deux domaines pourtant dans notre société sur lesquels on met beaucoup d'emphase. Tout le monde doit être heureux et en même temps, pour une raison bizarre, tout le monde doit être en couple, amoureux et en famille. Ce qui, pour moi, est quasi impossible parce qu'en fait, comme je pense que tu peux l'expliquer, en fait, l'amour est l'une des formes les plus exigeantes d'engagement et tout engagement, par définition, vient au détriment de ta liberté. Donc je ne sais pas comment les gens, comment toi tu vois ça aujourd'hui, mais c'est un truc que je trouve être incroyable à regarder. J'ai pas trop réfléchi dessus. J'ai un avis. Vas-y. Mais je préfère, spoiler alert, ouais. C'est discussion de bistrot. J'ai pas étudié assez. J'adore. Voilà. En fait, des fois, tu peux dire quand tu as étudié ton sujet. Quand j'ai assez réfléchi et j'assume, tu vois, je dis, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, point. Voilà. Mais là, tu vois... Là, on sort du truc que tu as réfléchi. Vous pouvez mettre en commentaire, surtout je vais lire des commentaires qui sont contre et ça va me convaincre. Ouais, ok, vas-y. Ouais. Bon, quoi que sur la liberté... T'as un peu réfléchi quand même. Voilà. En fait... Je pense qu'on est dans une société où on a mis en effet la liberté comme la vertu suprême. Oui. Être libre. Avant tout. Tu vois, même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, il y a plein de définitions, etc. Ouais. Et la liberté est liée à l'abondance. Tu peux faire ce que tu peux devenir ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, ça dépend de toi. Ouais. Or, l'amour, des sujets comme l'amour, l'engagement, ne sont pas liés à toi. Oui, ça ne dépend pas de toi par définition. Ça ne dépend pas de toi. En général, quand tu aimes quelqu'un, par défaut, tu t'inquiètes pour une personne. Exactement. Au lieu de t'inquiéter pour toi-même. Même si, au final, tu t'inquiètes parce que c'est un désir personnel, etc., etc. Pour moi, le seul rapport entre la liberté et l'amour, c'est le choix que tu peux faire de t'engager. Comme j'avais dit lors du podcast, c'était une citation de Nietzsche, que la liberté, c'est la capacité à choisir ses chaînes. Amen. Tu vois, c'est ça. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a cette dichotomie et peut-être c'est ce qui fait aussi qu'on a tant de dissonance cognitive. Exactement, c'est ça le terme. C'est la dissonance cognitive. Ouais. On voit bien que nous sommes des êtres sociaux. S'engager, passer du temps avec les amis, travailler son couple, passer du temps avec ses enfants, ça nous nourrit en tant qu'être humain. À un moment, ça fait partie même de notre ADN. Et en même temps, on est bombardé de manière tellement, régulièrement sur l'idée que tu peux faire ce que tu veux. Tu dois t'exprimer. Tu es un individu, exprime toi-même. Regarde ton potentiel, exprime-toi. Et la société valorise ces aspects-là. Ouais. Tu vois et je pense que c'est ce qui crée aussi des manques. Oui, ça crée beaucoup de frustration. Voilà. Parce que si par définition on te dit que tu peux, c'est juste que tu ne veux pas assez, tout devient une question de ce que tu veux. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas de ce que tu décris. En général, même ce que tu veux, en général, les choses que tu veux, en fait, ne sont pas en cohérence. Oui, normalement, si tu as un être humain qui a été un peu voir un psychologue comme nous, c'est la première chose qu'on nous dit, c'est que c'est normal d'être en dissonance cognitive, de vouloir des choses opposées en tant qu'être humain. Voilà, c'est normal, mais là, c'est tellement exacerbé qu'à un moment, c'est très dur de garder sa propre intégrité mentale. On te dit d'un côté, profite de l'abondance. Nous, ce qu'on valorise, et la liberté, en vrai, c'est avoir plein d'options. Tu vois, c'est ça. Tu as des options. Fais ce que tu veux. Bats-toi pour explorer ta propre individualité. Et ça, dans le monde réel, ça demande du temps, du focus. Et ça demande de réduire des choses. Voilà. Et au final, les gens se retrouvent à réduire certaines choses qui font d'elle un être humain. Et tu les sens. Tu sens ce manque. Tu vois, par exemple, moi, je l'ai déjà vécu personnellement, venant du milieu de la start-up où on travaillait beaucoup. Comme on l'a fait. À force d'essayer de maximiser, d'optimiser sur ma performance, sur qui je suis en termes de potentiel, je me suis retrouvé carencé en termes de besoins humains, de besoins de connexion, de relations, de famille, voilà, tout ça. Et par exemple, je donne une petite anecdote. Lorsqu'on a vendu la boîte, tu vois, toi et moi, on a eu du mal même à se reconnecter. Quand on s'appelait, c'était bizarre. C'était bizarre, parce qu'on parlait que dans le cas d'habitude. Voilà, on ne parlait pas. Tu vois, ça nous a demandé un temps
de redevenir limite, d'avoir une relation amicale. Normal, ouais, de potes. Voilà. C'est vrai. Et au final, et depuis qu'on a eu ça, ça nous fait énormément de bien. Effectivement. Même dans notre structure, dans notre façon mentale. de voir le monde. Bah oui. Tu vois, moi, je me rends compte que c'est des ingrédients qu'on a besoin pour être humain. Ouais, mais ça fait une belle transition sur la dernière chose dont je voulais parler du coup dans cet épisode, parce que je t'ai envoyé aussi un article justement où Tim Ferriss défonce le développement personnel et le self-help. Qui est vraiment, ça c'est le plus gros retournage de veste. L'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, non, mais il a écrit dès le début, il s'est confessé. Ouais. Dès le début, il a dit lui-même, il a passé toute sa vie à vendre le développement personnel et que maintenant il se rend compte que c'est de la masturbation intellectuelle sans fin. D'ailleurs, il a mis en avant le serpent qui se masturbe lui-même là, en disant que vu que tu es obsédé par la recherche de ton amélioration, par définition, tu ne seras jamais satisfait. Donc tu es en train de tourner en rond. Et il a conclu sur un truc que j'avais beaucoup aimé, mais toi tu as rigolé, où il a voulu transformer la pyramide de Maslow, qui n'est pas une logique hiérarchisée, en un hamburger de la vie. Ouais. Donc en disant que c'est une question de juste avoir suffisamment d'ingrédients pour faire un bon burger. Et toi tu disais que tu aimais bien la cuisine, mais qu'il a encore retombé dans le coup de simplifier encore. Ouais. En fait, si je me rappelle, il a clairement dit, voilà, en gros, pour avoir une vie épanouissante, on va dire satisfaisante. Ouais, satisfaisante. D'accord. Je mettrai le lien de l'article pour ceux qui savent lire. Une vie satisfaisante. Il fallait prendre la vie comme un hamburger, comme une recette de cuisine. C'est d'ailleurs une réflexion que j'avais, où il disait le pain, c'est, je sais pas, la santé. La viande, c'est les relations. Il a mis la viande en relation, la salade, c'est je sais pas quoi. Et en gros, il a laissé figer ça. En gros, le plus important de ce qui fait le burger, sont les relations. Et je me suis dit, mais en fait, il refait du développement personnel. Encore. Et ce qu'on reproche au développement personnel, c'est de faire des recettes toutes faites. En fait. Et moi, c'était ça l'ironie, c'est que même les gens, maintenant, ces gourous du développement personnel qui essayent de critiquer le développement personnel, ils continuent à refaire la même chose. Mais ils ne savent pas faire autre chose. Voilà, c'est ça en fait. Ils sont toujours... C'est juste une nouvelle expression de développement personnel, comme une évolution. Tu vois, et là, je t'ai dit non. J'ai dit, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils donnent une recette toute faite. Et on s'est dit non, le mettre au centre les relations, pour certaines personnes, ce ne sera pas suffisant pour qu'ils aient une vie satisfaisante. Exactement. Voilà. Et que c'est à chacun, en fait, de composer sa propre recette. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là où tu fais de la philosophie, effectivement, pour moi, et c'est une belle façon de conclure pour moi, parce que clairement, c'est ça la philosophie, c'est de dire, OK, j'ai défini des cadres, mais après, je te laisse choisir. Si tu dis la vie, c'est comme une recette de cuisine, tu dis pas aux gens quel ingrédient est plus important. Exactement. C'est là où il faut laisser les gens dire chacun, ben moi, ça se trouve, les 2-3 prochaines années, l'ingrédient important pour moi, ce sera les protéines. Donc, je vais me buter en protéines. Et après, tu vas dire, ah ben en fait, non, le temps a évolué, j'ai pris du muscle, là, maintenant, je veux plutôt être dans la digestion légère. Donc, je vais plutôt mettre en avant les choses qui sont bonnes pour ma digestion. Donc, tu vas manger des soupes. Non, c'est ça. En fait, j'avais bien dit ce que tu as raison. Moi, je le garde vraiment comme logique. C'est une recette de cuisine et tes goûts changent de la même manière que toute cuisine. Et en plus, moi, ce qui était frappant dans ce milieu-là, c'est que c'est tous un milieu de personnes qui ont déjà accompli beaucoup de choses. Et qui ont sacrifié cette partie d'humanité dont je te parlais. Et maintenant, ils sont en manque de relations. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas vivre sans relations. Oui, surtout lui, il a un gros problème là-dessus. Mais c'est parce qu'il a tout réglé. Maintenant, ça doit être son focus. Mais il y a plein de gens dont les relations sont les obstacles. Non, c'est les obstacles. Oula, là, tu vas loin. Il y a des gens, c'est les relations leur problème. Voilà, la relation, ça va être la salade. Tu vois, limite, là, c'est la sauce mayo. Faut pas mettre voilà, c'est une petite touche. Parce qu'il y a des fois, tu peux être dans des situations où le plus gros obstacle à ta vie, par exemple, quelqu'un qui vit dans un milieu très défavorisé, en général, le seul moyen de grimper, de changer d'échelle, c'est de sortir de son milieu. Manifestement. On est tous passés par là. Voilà, et c'est même pas pour être méchant. Et encore, nous, on est plutôt... nous, on était déjà favorisés. On était déjà bien. On est quand même des bourges, tu vois, on va pas se mentir. Non, on est privilégiés. Moi, je maintiens, on a fait partie de l'élite des gens qui en étaient. Tu vois. Et ça nous rend rendu responsables. Mais ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, oui, comme tu as dit, même nous, on a dû à un moment enlever les relations parce que si on gardait les relations au centre de notre vie, on n'aurait pas accompli ce qu'on a accompli. C'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, en fait, il refait la même connerie. Il refait le même foutage de gueule. Bon, s'il avait mis un petit texte en disant, pour moi, à ce moment de ma vie, c'est la relation, c'est la viande. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas mis comme ça. Et en fait, il aurait dû dire aux gens, c'est à toi de chercher. Quel est l'ingrédient ? Pose-toi des questions. Et c'est là que tu dois remettre les gens face aussi à leurs responsabilités. Mais il y a cette tendance,
tous ces gars du développement personnel, ces anciens gars, maintenant créent un nouveau développement personnel. Ça devient un peu comme la philosophie qui s'est spécialisée. Il y en a maintenant qui optimisent sur la relation, maintenant d'autres la longévité. Oui, c'est vrai. D'autres ça reste guérir tes traumas, ou d'autres la masculinité. Oui. Mais c'est les mêmes trucs, c'est juste d'autres dérivés. Et ils sont tous en train de critiquer le développement personnel de base. Mais alors que ceux qui font, c'est du dev perso. Non, mais c'est bien ce que tu résumes là. Ça veut dire que oui, si moi je veux tenir, et c'est pour ça que j'étais content de t'avoir dans la vidéo, c'est que même pour moi, c'est d'être un rappel. Si je veux rester dans une ligne philosophique, je dois poser plus de questions. Comme disait le père de la philosophie, c'est ça en fait. La maïotique, qui est la base de la philosophie, c'est faire accoucher des gens qui y sont par les questions. C'est ça. Plutôt que de donner des réponses. En fait, je pense que la meilleure distinction que tu viens de faire, c'est les questions. C'est les questions. C'est-à-dire que la philosophie doit être centrée sur poser les bonnes questions, alors que le développement personnel a tendance à vouloir donner les bonnes réponses. C'est la pratique. Pour moi, en fait, il faut voir les choses de la manière suivante. Tu vas philosopher en te posant des questions. Et au fur et à mesure que la qualité de ta question va augmenter, ton cerveau va changer. Tu vois. Et quand tu auras une certaine compréhension du monde, tu vas vouloir mettre en place des actions. Ton corps va vouloir être tes actions voudront être en cohérence avec cette façon de penser. Et c'est là qu'on rentre dans les actions, ce que d'autres ne veulent pas appeler dev perso, mais moi je le mets dans la même catégorie. C'est le côté pratique. Tu vois. Et quand tu rentres dans cette boucle, et pour moi ça demande du coup de remettre quand même ton expérience au centre et de te poser les questions sur ton expérience. Ok, tu dirais que ça se remettra toujours au centre. Moi j'ai peur qu'en faisant ça, le problème c'est que ça suppose encore une fois que les gens aient ta curiosité, ton esprit critique et sachent se remettre en question. Oui, mais les gens ne veulent pas forcément le faire. Oui, effectivement. Ils peuvent être là-dedans la plupart. La réalité, et c'est aussi peut-être une des réalités qu'il faut regarder, c'est que s'améliorer, se transformer, ça n'intéresse pas les gens. Oui, beaucoup de gens veulent rester qui ils sont et juste avoir des choses différentes sans être changés. Et c'est pour ça que ça consomme beaucoup de formules toutes faites. Parce que si tu veux vraiment te transformer, tu es obligé de filtrer tes informations. Oui, tu ne peux pas avoir les mêmes infos et avoir des résultats différents. Et je me rends compte que consommer des vidéos de développement personnel, c'est très agréable. C'est pour ça que je le mets en catégorie de divertissement. Et je suis tombé beaucoup dans ce piège aussi. C'est à force, des fois, tu regardes tellement... tu regardes une vidéo, par exemple, d'Alex Hormozy. Ah, mon gars. Il te simplifie tellement le truc. Bon, des fois, j'ai compris. Au final, c'est des banalités, mais il te le dit tellement... Tu l'as tellement compris que tu as l'impression que c'est bon, ça va marcher. Maintenant, tu sais le faire. Ça te fait ta dopamine, tu vois, t'es bien. Et c'est là que je me dis, non, en fait, j'ai confondu de l'apprentissage du divertissement avec de l'apprentissage. Avec de l'apprentissage. Ah oui, et c'est intéressant parce que d'ailleurs, Tim Ferriss, dans son article, le truc qu'il dit que moi je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que c'est comme les gens qui disent « je suis très fort au foot », parce qu'ils s'entraînent pendant des mois à bien tirer, bien contrôler, bien jouer, tout seul. Et qui, dès qu'ils arrivent dans une équipe, en fait, ils ne savent pas jouer au foot. C'est ça. Et la vie, c'est la même chose. Même si tu es le meilleur développé personnellement, même si tu as tout réglé en toi, si tu ne le fais pas avec les autres, en fait, c'est un autre sport. Voilà. À un moment, si tu veux rentrer dans une démarche philosophique de transformation, il faut que tu trouves ta voie. Au sein des autres. Comme tu dis, ce n'est pas que toi. Dans la société. Et c'est vrai que l'une des réalités, et c'est aussi l'un des pièges du dev perso, il faut le dire, pour trouver sa voie, savoir qui tu es et se développer, tu as besoin des autres. Forcément. Tu as besoin de te confronter au réel. Tu es obligé de rentrer dans l'arène. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce piège de dev perso, on te dit reste chez toi, reste concentré sur ta personne et tu vas te changer. Non, tu as besoin de te confronter. Tu as besoin de savoir quand tu es un connard. Exactement. Tu as besoin de savoir quand tu es faible. Quand tu penses que tu es fort, mais si tu ne testes pas ta force, tu ne sais pas à quel point. Tu vois. Et c'est vrai que d'ailleurs, pour revenir et conclure sur un autre de nos maîtres, Tonton Taleb, c'est ça le... Pour ceux qui ne connaissent pas Nassim Nicolas Taleb, on en parlera souvent, préparez-vous. L'antifragilité, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, si tu ne t'exposes à aucun stress extérieur, tu ne sais pas à quel point tu es antifragile. C'est ça. En fait, tu peux avoir l'air fort tout seul dans ton coin. Mais dès que tu as affaire aux autres, c'est là où tu te rends compte de qui tu es vraiment et ce que tu représentes. Parce qu'en fait, dans un vacuum, on est tous parfaits. Et je pense que la majorité des gens ne veulent pas réellement ça. Non, oui, c'est pas leur problème, ça. Ils subissent, par contre, avec les réseaux sociaux et la communication de masse ce sentiment d'infériorité.
J'avoue, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai pas Instagram sur mon téléphone, pas TikTok. Parce que moi, je tombe très facilement dans ce travers de, à un moment, je veux scroller et je veux me sentir vraiment nul, quoi. Tu sais, en regardant les bodybuilders, les gens qui ont des situations. Pourtant, toutes les transformations physiques de gars qui étaient skinny, qui deviennent balèzes. Voilà, moi j'ai compris que même si je lis plein de philosophie, je fais tout ça, si je m'expose suffisamment, je vais être influencé et je vais perdre en estime de moi-même, tu vois. Donc, non, mais c'est intéressant, ça résume, c'est un bon résumé. Tu me rappelles vraiment le point, on en avait parlé toi et moi une fois sur la natation, où en fait on avait dit tu peux regarder toutes les vidéos de natation que tu veux, dans tous les sens, toutes les techniques, tant que tu n'es pas dans l'eau et que tu n'as pas failli te noyer et bu la tasse, tu sais pas si tu sais nager ou pas. Et tu sais pas quel nageur tu es. Tu sais pas quel nageur tu es en plus. Le pire, c'est que même si tu as la technique, tu sais pas qui toi tu es au final dans la nage. Vous pouvez avoir le même prof. Toi et moi, on peut prendre avoir le même prof qui va nous dire comment nager. On ne sera pas les mêmes nageurs. Exactement. Et pour performer, à un moment, pour te développer, même pour prendre du plaisir, il faut que tu sois tu es ton propre style. Donc ton identité dépend de ta pratique au final. On revient à mon ago ergo sum. Mais je pense que c'est très dur. Bien, attention, oui, c'est extrêmement difficile. La preuve, nous, on a vu ce que ça nous a coûté pour pouvoir aujourd'hui avoir même ces discussions. Se connaître soi-même, rentrer dans cette démarche. Moi, je pense que c'est pas souhaitable pour beaucoup de gens. Non, clairement. Alors encore une fois, ceux qui nous regardent, dans tous les cas, si tu viens nous regarder et que tu écoutes jusqu'au bout ce qu'on raconte, c'est que par définition, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne veux pas être comme tout le monde. Et dernière chose pour moi, c'est que tu es capable de te remettre en question. Parce que sinon, tu ne peux pas faire tout ce truc-là. Si tu pars du principe que tu es bien comme tu es, tu fais rien de tout ça. Et ça c'est vrai. Ça c'est se remettre en question et pouvoir aussi se regarder dans la glace et regarder ses vrais côtés sombres. C'est ça. Regarder ses vrais défauts. Voilà. Ça c'est... Qui sont souvent d'ailleurs, ça on en parlera peut-être dans un autre épisode, vous nous direz si vous voulez, mais pour moi, quasiment tous nos défauts sont des parties opposées de nos qualités. C'est-à-dire que chacune pour moi de nos qualités a un défaut exactement correspondant. Ça, en fait, c'est ma conviction personnelle en tout cas. Je peux te pointer à chacune de mes qualités un défaut exactement identique. Je pense qui est le versant de la pièce. Je pense que tu es sur quelque chose et tu vois là, tu commences à rentrer dans la vérité. Là, je commence à devenir un chercheur de la vérité. Voilà, my man, c'est ça qu'on veut. Pour moi, chercher la vérité, c'est pas de la philosophie. C'est de l'anti-philosophie. C'est ça. Parce que là, tu décides de casser tous les carcans. Et c'est très très dur. C'est ça. Et ça va pas te rendre forcément heureux. Non, clairement. Alors, tu n'es plus dans la recherche du bonheur quand non. ces choses-là. Quand tu fais ça, c'est clairement un moment où tu cherches juste à être sage. Tu cherches pas à être heureux. Moi, je cherche à être sage. Heureux, là, c'est une gabergie. Être sage, c'est ça. C'est comme on dit, le fameux truc des alcooliques anonymes. Savoir reconnaître les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas. Et avoir la force de changer ce que je peux. C'est ce qui est déjà en soi... c'est dur, parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est ça. C'est savoir ce que tu peux, ce que tu peux pas, et accepter de faire l'effort pour changer ce que tu peux. Mais en tout cas, c'est intéressant. Qualité des défauts, défauts des qualités. Faut que je vais y réfléchir. Non, réfléchis, tu reviens. On va venir causer là-dessus. Donc, je suis sûr que c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Mais toi, t'es un gars du dev perso. Je sais, profondément. Tu as cette tendance ultra simplificatrice, tu vois. Mais ça reste une question ouverte. Tu vois, là, mais bon, et c'est ça qui est beau dans le dev perso, c'est qu'il y a des vérités de base. Mais si tu le packages de telle sorte à juste t'arrêter à cette vérité de base, c'est là que les gens se perdent. Mais je pense que creuser cette question-là, ça... Mais c'est chacun pour soi. Là, ça doit être vraiment intéressant. Moi, mon travail en tant que philosophe, ce que je me dis, c'est que je viens de te donner ça, je vais te laisser creuser, et on en recause. Et on en causera peut-être toute notre vie de ça. Tu vois, c'est ça en fait. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est ce que j'essaie de créer dans cet espace, là, avec moulay.com, c'est de créer justement cette discussion permanente. Centrée sur, est-ce qu'on est d'accord sur les grands trucs? On va discuter des plein de trucs. Mais à la fin, chacun doit partir avec ses questions. Et aller chercher ses réponses. Non, mais écoute, super, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il serait peut-être sympa, c'est après tout ce qu'on vient de dire, quelle est l'action que toi tu donnerais aux gens? Genre, après avoir fini, ils éteignent ce podcast-là, avant d'appuyer sur vidéo suivante, avant d'aller chercher un verre, avant de sortir voir leurs potes, avant d'appeler leurs potes. Une action qu'ils peuvent faire.
qui montrent qu'ils ont appris quelque chose de ce qu'on vient de dire. Bon, c'est une action, ça risque d'être un peu long parce que tu dis avant d'aller voir les potes. Ouais, un truc simple quand même. Je sais pas quel jour tu vas. Toi aussi, tu vas leur faire des rituels en 6 étapes. Si tu postes le samedi soir, tu vois, là, c'est un peu compliqué. Ah si, regarde, à ce moment-là, c'est leur problème. C'est de prendre, peut-être faire une liste, prendre une feuille, de noter 4 ou 5 croyances qu'ils ont, que ce soit du développement personnel, de comment le monde fonctionne, et à chacun de ces points, de se poser la question si, de leur propre expérience, ils vivent la même chose. Oh, waouh. Voilà. Tiens. C'est d'essayer vraiment de se confronter à ses propres croyances. Ok. Écoutez, on va essayer de tout de suite lui montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode et montrer à Kader que vous faites les choses. Avant de partir, faites un commentaire. On ne va pas faire 4-5. Prenez une de vos croyances, une que vous écrivez, et en disant aujourd'hui de votre expérience, est-ce que c'est toujours valide ou pas? Et c'est ok que des fois vous hésitiez même. L'idéal serait des croyances auxquelles vous hésitez. Là aujourd'hui, on a parlé, vous voyez, philosophie de développement personnel. Vous avez vu Kader et moi, c'est des croyances sur lesquelles on hésite encore. Essayez de faire la même chose, donnez-nous une croyance en commentaire. Et dites aussi comment vous prenez l'exercice. Est-ce que ça crée de l'inconfort? Voilà, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. Voilà, donc Kader et moi, on s'engage à vous répondre en dessous. All right? Moi, Tu vas venir? Tu vas répondre, frère. Je vais t'appeler, mon gars. Moi, j'ai rien dit. Je me suis pas engagé. Oh, quel vaut rien. Je vais les lire. Je vais les lire. Ok, lui, il va les lire. Moi, je vais répondre. Ok. Bon, ok, je vais essayer. Voilà, mais je m'engage pas. Je m'engage pas, mais moi, je vais lire et répondre. Donc, merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain épisode de RA ou Underdogs. Abonnez-vous quand même, c'est gratuit. Si vous voulez plus de ce type de contenu, ça nous aidera. Merci. Ciao. Ciao.